Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face avec deux invités exceptionnels aujourd'hui. Xavier Moreau, historien et analyste politique stratégique, qui vient nous voir pour ce livre Ukraine, pourquoi la Russie a déjà gagné. Et puis nous avons Vladimir Fedorovski, bonjour à vous deux, diplomate, écrivain russe d'origine ukrainienne qui a publié de nombreux livres et notamment ce futur livre qui sort dans une dizaine de jours, Napoléon face à la Russie, c'est aux éditions Ballant. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et oui, je suis très heureux d'accueillir effectivement Xavier Moreau et Vladimir Fedorovski. D'abord, il y a une chose quand même très intéressante. L'un, Xavier Moreau, est un Français vivant en Russie, et l'autre, Vladimir Fedorovski, est un Russo-ukrainien vivant en France. Donc, ça me paraît une excellente... En plus, russe et ukrainien. Parce que mon père était un très grand Ukrainien. Il était héros de la guerre contre les nazis, s'il vous plaît. Et ma mère était une Russe très attachée. C'est à eux que je dédie Napoléon face à la Russie. On va en parler. Alors, je voudrais d'abord commencer par Xavier Moreau. Xavier Moreau, vous n'y allez pas de main morte. Vous dites Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Vous ne dites pas va gagner, vous dites a gagné. Alors, parlons un tout petit peu, et ensuite, effectivement, nous allons échanger. Mais pourquoi, alors, parce que j'ai lu votre livre, d'ailleurs, qui est très intéressant. Il pose des questions, on peut être pour ou peut être contre par rapport aux positions sur la Russie ou l'Ukraine, mais on ne peut pas ignorer les faits. Et vous parlez de faits politiques, de faits militaires et de faits économiques. Et vous dites que la Russie a gagné, elle a gagné quoi? Elle a gagné militairement et elle a gagné économiquement, à votre avis? Oui, les deux. Et je pense que n'importe quel analyste honnête, le 24 février 2022, aurait pu le comprendre. Et je pense d'ailleurs que finalement, Zelensky et son entourage l'ont compris, puisqu'au bout de 24 heures, Zelensky a demandé à négocier l'opération militaire spéciale, donc telle qu'elle est désignée par Vladimir Poutine, démarre le 24 février. Le 28 février est la première réunion à Minsk. Et on sait depuis la fin de l'année dernière... Et puis il y a eu Ankara après. Après, il y a eu Ankara, il y a eu l'intervention du Premier ministre israélien Bennett. Donc, en gros, il y a des forces qui se sont associées pour essayer de mettre fin à cette opération spéciale rapidement. Mais il y avait d'autres forces, notamment Johnson, notamment Washington, qui ont voulu utiliser cette opération militaire spéciale, cette montée aux extrêmes, pour essayer d'obtenir des buts géopolitiques contre la Russie. Ça, je pense que c'est tout le cas de Johnson, en s'imaginant que l'économie... Boris Johnson, oui. Voilà, qui a débarqué à Kiev le 9 avril en disant, c'est ce que dit David Arakhamia, le chef du groupe parlementaire de Zelensky à la Rada, au Parlement ukrainien. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit en novembre de l'année dernière. Il y a un article qui est sorti il y a 3 jours dans le Wall Street Journal qui dit exactement la même chose. Donc, ils étaient sur le point de trouver un accord avec les Russes, les négociations allaient bon train, et tout d'un coup, Johnson a débarqué. Il y a eu Boutcha, on pourra en reparler, et c'était la fin. Donc Johnson a fait ça, je pense qu'il se trompait sur les questions économiques, parce que je pense que personne n'a jamais eu aucune illusion de gens sérieux sur la capacité de Kiev, même avec l'aide de l'OTAN, de l'emporter face à la Russie. Mais ils se sont dit, après tout, l'économie russe, c'est, comme disait John McCain, le sénateur américain, c'est une station-service avec l'arme nucléaire. Donc on va mettre des sanctions comme ils n'en ont jamais vu, ce que disait Victor Nuland. Juste l'image des stations-service a été très reprise. Oui, tout à fait. Par un ancien diplomate français, Gérard Haraud, pour ne pas le nommer. Voilà, pour ne pas le nommer. Et donc en fait, ils y ont cru, et donc ils ont dit aux Ukrainiens, si, on va vous aider, il faut tenir entre 3 et 6 mois. Et puis, on va vous donner des armes, on va vous donner de l'argent, et vous allez gagner. L'économie russe va s'effondrer, Alexei Navalny sera président, puis on va découper la Russie en morceaux comme c'était prévu. Et je pense que du côté de Washington, il y avait un cynisme encore plus grand, c'est-à-dire que il savait très bien que en coupant le cordon ombilical énergétique russe vis-à-vis de l'Europe, essentiellement de l'Allemagne, eh bien, il détruirait l'économie européenne, et notamment il provoquerait la migration de l'industrie allemande vers les États-Unis. Qui a commencé d'ailleurs. Qui a commencé, BASF a commencé sa migration. La presse économique, c'est dans Bloomberg, il y a 10 jours, a annoncé que 1000, les fameuses machines à laver dont les Russes récupéraient les semi-conducteurs pour mettre dans leurs missiles, que Bosch, donc des entreprises, réduisaient leurs effectifs. Des très grosses entreprises allemandes. Oui, ce sont des monstres qui existent depuis l'industrialisation allemande. Eh bien, commençaient leur migration là où l'énergie est pas chère. Alors, elle est quand même chère aux États-Unis, mais beaucoup moins qu'en Europe. Juste un mot, et après je donnerai la parole à Vladimir Fedorovski, évidemment. Je voulais savoir comment l'Occident
est-ce que l'Europe avait un autre point de vue de l'Occident? Est-ce que l'Europe croyait sincèrement, Bruno Le Maire par exemple, enfin, est-ce qu'il était seul ou pas, à l'effondrement de l'économie russe? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait quand même des choses qui se passaient depuis l'an 2000, etc. Et alors d'un autre côté, les États-Unis, est-ce que c'était du pur cynisme où ils se disaient bon allez jouons, on va lancer le tapis, on verra ce que ça donne? Alors du côté européen, je pense qu'il y a une méconnaissance qui est due j'ai un chapitre qui s'appelle l'Empire du mensonge, et en fait qui rappelle beaucoup l'URSS des années 80, c'est-à-dire que tout le monde ment à tout le monde. Et finalement, la hiérarchie attend des mensonges des personnes qui conseillent, notamment les instituts que je cite comme l'IFRI, la Fondation pour la recherche stratégique. Si jamais ils disent pas ce que le gouvernement veut entendre, ils travaillent plus pour le gouvernement. On leur coupe les subventions. Voilà. Et donc, je pense que quand Bruno Le Maire dit en début mars 2022, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe, il a lu rapidement le rapport que lui a fourni Philippe Martin, qui est un comité de conseil financier pour le ministère des Finances français, qui lui a dit que ça coûterait 0,3% de points de PIB à la France. Donc il se dit bon, ça passe, en avant. L'économie russe, encore une fois, et donc il y croit vraiment quand il le dit. Sauf que ce Philippe Martin, qui conseille le ministère de la Défense, un mois après, donc fin avril, il dit attention, en fait je me suis trompé. C'est dommage. Ça va coûter 2 points de PIB à la France. Et ça a coûté 2 points de PIB. Ça va coûter même bien plus. Et parce que même si nous, ça fait 50 ans qu'on se déindustrialise nous-mêmes, le peu qui reste va devoir migrer. Puis on a des sous-traitants de ces sociétés allemandes qui vont migrer aux États-Unis. Vont-ils rester en France ? C'est la question. Donc je pense qu'il y a le fait que, si vous voulez, on est dans un système vraiment pervers où pour garder votre boulot, ou votre contrat avec le ministère des Affaires étrangères français ou de la Défense, vous racontez les bobards qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est grave ça, dites-moi. Vous devez connaître Karl Kraus, qui était un polémiste allemand, autrichien dans les années 30, et qui disait les guerres commencent lorsque les politiciens mentent aux journalistes et croient ce qu'ils lisent dans les journaux. Et je pense qu'on a été vraiment dans cette... sauf que là, c'était pas les journaux, c'était LCI, BFM TV, si vous me permettez de citer vos confrères, et je pense qu'on est exactement dans cette même situation. C'est-à-dire que tout le monde a menti à tout le monde, et sans vraiment calculer les conséquences du mensonge. Et si vous observez ce qui se passe aujourd'hui, notamment les déclarations hallucinantes d'Emmanuel Macron, je pense qu'on est un peu au bout du mensonge, et que vous savez, à force d'accumuler des mensonges, finalement vous en venez à raconter n'importe quoi, et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Alors justement, Vladimir Fedorovski, vous qui avez beaucoup écrit et sur Poutine, sur l'histoire russe, sur que ce soit l'URSS... 55 livres, mon cher. Voilà, 55 livres. Alors moi je vous pose la question, est-ce que pour vous, la Russie a gagné, déjà? Vous savez, je n'aime pas, je vais citer Napoléon, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. La peau de l'ours. De l'ours. avant de le tuer. Ouais. Avant de le tuer, il y a quelque chose de tout à fait pertinent. Je vais vous faire une petite révélation. Dans ma longue vie diplomatique, j'ai eu beaucoup de contacts avec Kissinger. Et ma dernière conversation, j'ai dit, mais c'est pire que la guerre froide. Mais quand même, nous, je l'ai connu en 73, il s'embrassait avec Brejnev sur la bouche. Et je lui ai demandé, c'était difficile. Il m'a dit, c'est pour la paix. Et bref, les choses. Il a dit, tu sais, finalement, aujourd'hui, les gens mentent, ça va dans votre sens. Et ce qui est grave, croient à leurs mensonges. Ouais. Pendant la guerre froide, évidemment, il y avait la propagande et il y avait la politique réelle, c'est-à-dire il y avait la réalité. Ouais. Évidemment, les gens. Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'époque, vous vous souvenez, avec Gorbatchev sur les contacts confidentiels et officiels. Avec ça. La propagande, c'était une chose. En revanche, là, on a travaillé sérieusement. Cette fois-ci, et ça, c'est tout à fait vrai, on ment et on croit. Il y a un mélange des genres. C'est-à-dire, la propagande devient la politique réelle. Et ça, c'est gravissime. On croit à ces mensonges. On croit à ces mensonges. Et ça, c'est gravissime. Il y a encore une chose, ce qui est vrai. Finalement, les journalistes, vous savez, finalement, c'est vrai, mais jamais... j'observe, j'adore, je vous adore les Français, vous le savez, mais il y a une sorte de conformisme dans le journalisme. Jamais on a connu la même chose. Aussi, les choses que... Pour le reste, est-ce qu'ils ont vraiment cru? Ça,
je tiens à vous dire, depuis longtemps, j'ai des contacts. Les gens qui sont derrière ça, c'est néoconservateurs américains. C'est toute une filiation. Wolfowitz. Oui, Wolfowitz, et après, autrefois, Brzezinski. Je les ai connus autrefois, mais maintenant, ils ont triomphé. Vous savez comment Bush-père les appelait, les cinglés du sous-sol, puisqu'il ne les fait pas monter jusqu'à son bureau, jamais. Maintenant, ils sont partout. Maintenant, ils sont au premier étage. Au premier étage. Et là-dedans, ce sont des idéologues. Ils ont raté tout. Ils ont raté, je connais très bien l'Orient, ils ont raté l'Irak, ils ont raté la Libye, ils ont raté l'Afghanistan, s'il vous plaît. Et maintenant, là, vous avez raison. Et d'où vient d'ailleurs les déclarations du président Macron est liée avec ça, parce qu'il ne faut pas dire que c'est à la légère. Les déclarations du président Macron confirment votre thèse, mon cher ami. Parce que sur le plan militaire, il faut dire que les Russes avancent. Et le plus grand échec ukrainien, c'est pas du tout. Ils ont pris un point très important, Avdiivka ou autrefois les autres. Le plus grand échec, l'Occident n'a pas donné l'argent. Il a donné tout l'argent qu'il a eu. 120 milliards. Toutes les armes. Tout était donné. Et après, je me souviens, parce que j'ai des contacts avec les Américains, un sénateur américain, il m'a raconté, tu sais, Vladimir, l'affaire est pliée. Dans 2 semaines, la Russie s'écroule, il l'a cru, et en plus, l'offensive... Donc ils y croyaient. Il y croyait. Oui. Il y croyait. Et en plus, pendant l'offensive, cette fois-ci, c'est pour de bon, on a donné tout, les Russes sont nuls, ils sont, vous savez, ils enveloppent leurs chaussures, et c'est terminé. Et quand ils ont appris, j'appelle ces 2 périodes, il y avait les vertiges de l'illusion, et après, avec ma francophilie, je dis les illusions perdues à tel point. Je vais vous faire juste un mot. Hier, j'ai parlé avec un journaliste de Time. Il a dit, tu sais, Vladimir, on aurait dû donner quand même, vous savez, l'homme de l'année. Ils élisent. On a donné, normalement, pour une femme, elle a dit, si on était vraiment professionnel, on aurait dû donner, puisque le renversement de la situation est spectaculaire aujourd'hui. Vous comprenez? Et il est spectaculaire par rapport à ce qui était vendu aux populations occidentales, parce que par rapport, encore une fois, à ceux qui savent analyser, encore une fois, le potentiel, c'est une analyse du potentiel économique, militaro-industriel et militaire. Ceux qui savent analyser ce potentiel, ils savaient très bien ce que ça allait donner. Et je voudrais rebondir sur ce que vous dites sur les néoconservateurs qui se sont plantés et qui prennent un peu leur revanche, ces gens du sous-sol. Nous, on a eu le cas, j'en vais en citer 2, je les cite dans mon livre, c'est Bruno Tertrais de la Fondation pour la recherche stratégique et François Heisbourg, qui nous vendaient les armes de destruction massive en 2003 d'Irak et qui ont échoué d'ailleurs parce que grâce à Dieu ni Jacques Chirac ni Dominique de Villepin ne les écoutaient, et là c'est leur revanche. Là, on les écoute et c'est eux qui nous ont vendu la victoire de l'Ukraine, que les Russes allaient partir en voyant arriver les léopards. On verra si nos néoconservateurs français ou américains vont rester au premier étage ou redescendre très très vite au sous-sol. On en parle tout de suite après cette petite pause avec Xavier Moreau et Vladimir Fedorovski. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et ben là, c'est pas mal non plus. C'est Xavier Moreau et Vladimir Fedorovski qui parlent au français et qui expliquent un peu ce qui se passe. Et alors, Xavier Moreau, donc, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné aux éditions Stratpol. Et dans 2 semaines, on le recevra pour ça. Vladimir Fedorovski, Napoléon face à la Russie, paix et guerre. Et effectivement, si on est dans la paix et la guerre. Juste un mot, Xavier Moreau, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que on entend beaucoup de voix qui disent oui, mais attendez, vous savez, c'était
Jacques Chardon qui disait l'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. Et là, on entend l'Ukraine, c'est beaucoup plus que l'Ukraine, c'est l'Europe. C'est-à-dire, si on laisse, voilà, on entend du matin au soir, du soir au matin, en tout cas chez certains, si on laisse Poutine gagner, on est foutu. L'Europe est foutue, c'est-à-dire, on l'entend très clairement. Il ne faut en tout cas pas laisser Poutine gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux bien. Bon, pourquoi pas, mais ça veut dire qui gagne, qui perd. C'est-à-dire que si jamais la Russie va l'emporter, et dans la mesure où l'OTAN et l'Union européenne se sont énormément investis dans cette guerre, ce sera leur échec. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je pense que Vladimir Zelensky n'a pas rendu service à Joe Biden, c'était à l'automne 2022, il est allé aux États-Unis, et il a dit « notre victoire sera la vôtre ». Oui, mais la défaite aussi dans ce cas-là. Et le problème, c'est ça, c'est que vous voulez, l'Occident vivait encore dans l'illusion, et ça... Todd le définit très bien, Emmanuel Todd, vivait dans l'illusion qu'il était encore une puissance économique, technologique, militaire, insurmontable, l'Occident, c'est-à-dire l'OTAN et l'Union européenne. Et on s'aperçoit que non, on s'aperçoit qu'une coalition de 50 pays contre un seul pays, soutenu un petit peu par l'Iran et la Corée du Nord, gagne. Et gagne, et non seulement, quand on voit ça ici de l'intérieur, moi qui vis en Russie, tous les grands projets d'infrastructure, de développement de la Russie continuent. On ouvre des voies ferrées, on ouvre des ponts. Il y a un pont sur l'Alena, un grand fleuve de Sibérie, qui continue à être construit tout à fait dans les temps. L'autoroute Moscou-Kazan a été inaugurée au mois de septembre. Donc tout continue normalement. Et ça, je pense que c'est un choc parce que finalement, c'est un moyen aussi de tenir les populations occidentales en leur disant bon, oui, c'est pas génial, mais économiquement, etc. L'immigration est un problème évidemment qui font souffrir ces populations-là. Mais on est quand même encore une grande puissance. Et là, la Russie toute seule est en train de venir à bout. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, dans l'année 2022, j'ai pas compris pourquoi l'OTAN s'investissait autant. Puisque c'était perdu d'avance, même avec l'OTAN. C'est l'Amérique. C'est l'Amérique voilà, qui a donné qui est au volant. Hein. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la défaite, ce sera là. Et en plus, il faut voir une chose, c'est que c'était quoi l'Union européenne? Pourquoi est-ce qu'on a abandonné toute une partie de notre souveraineté? C'était la promesse de paix. Vous vous souvenez, s'il n'y a pas l'Union européenne, c'est la guerre. Et de prospérité. On a ni la paix, ni la prospérité. Donc en fait, on a abandonné notre souveraineté. Pourquoi? Et en plus, on perd la guerre face aux Russes. Seul face à l'Occident entier coalisé. Donc évidemment que eux, qui sont les élites de la classe gouvernante de ce bloc-là, évidemment que ça les fait trembler parce que je pense que même le plus idiot des citoyens des pays de l'Union européenne va comprendre que peut-être qu'on m'a raconté n'importe quoi en fait depuis le début. Vladimir Fedorovski, justement, ce qu'on entend aussi beaucoup, enfin, vous qui écoutez dans les radios et les télévisions, on dit aujourd'hui, encore ce matin, même ici, chez nous, enfin, notamment Robert Ménard et d'autres qui disent, oui, mais vous comprenez, la bataille de l'Ukraine, c'est notre bataille, et l'Ukraine, c'est notre guerre. On a l'impression que certains ont envie de revivre 39-45, mais à l'envers. Malheureusement, c'est pas le 39-45. Je pense que c'est plus la Première Guerre mondiale. Je suis profondément inquiet, pour être franc. Vous savez, j'ai géré beaucoup de crises, autant de Gorbatchev et autant de Brejnev avec lui. Je dois vous dire qu'à l'époque, l'exercice n'était pas facile. Pour gérer les crises, il faut trouver l'équilibre de l'intérêt. Et pour l'instant, on joue perdant-perdant, pour être franc. Tout d'abord, la Russie, on peut en parler, mais quand même, la Russie souffre aussi. Parce qu'il y a les sanctions, il y a les choses comme ça. D'ailleurs, là où je ne suis pas tellement d'accord que c'était gagné d'avance, au moment du début, tout d'abord, Poutine dit lui-même qu'il s'est trompé. Au début, il a pensé à quelque chose de beaucoup plus rapide. Mais après, il y avait le changement vertigineux dans l'opinion publique. Et ça m'a étonné. Pour vous, c'est rien du tout. Pour moi, ça me fait plaisir comme écrivain. Il y avait une interdiction d'une obscure université italienne. Peut-être vous n'avez même jamais entendu parler. À Milan, ils ont décidé d'interdire Dostoïevski, brûler les livres de Dostoïevski. Pour vous, c'est l'anecdote. Ah oui, non, mais simplement, les Russes, quand ils ont vu quoi, Dostoïevski, Tolstoï est interdit maintenant, mon ami Tolstoï est interdit en Ukraine, on connaît ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'étais à une station la plus ukrainienne d'ailleurs d'ici, avec quelqu'un qui m'invite, je suis poli, je le connais, président ukrainien, ancien président polonais.
Et texto, d'ailleurs personne n'a réagi, il faut diminuer la population de la Russie de 100 millions. Diminuer, il dit texto. J'étais un peu étonné, j'ai dit, est-ce que c'est Poutine qui lui paie? Dans mon fort intérieur, j'ai dit, c'est un cadeau pour Poutine. Et bref, diminuer et puis scinder la Russie, il a dit en 7. D'autres... Un ancien président polonais. C'est ancien président Valensa, que je connais bien, etc. Ouais. Je lui ai répondu poliment quand même, etc. Mais j'ai pas compris jusqu'à quel point ça va jouer un rôle dans le renversement de la situation. Les Russes, qui sont malins quand même, ils ont sans commentaire ouvré pendant une semaine journal télévisé diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les Russes, liquider. Éliminer. Pour les Russes, ça voulait dire comme ça. Vous voyez, c'est les erreurs de gestion. Personne ne prévoyait pas. Et aussi, une erreur de gestion économique. Là, vous êtes très pertinent. Souvent, je connais ce que vous écrivez. Et vraiment, vous étiez pertinent dès le début. Mais il y a un aspect qu'il faut comprendre. Et là, ils ne savent... Moi, je savais ça. Le complexe militaire industriel travaille 24 heures sur 24. Vous savez combien d'obus il fabrique énormément. 2,7 millions cette année. 2,7. Et 10 fois moins cher, et ça c'est dans le New York Times, donc c'est pas la propagande du Kremlin. Le New York Times a dit qu'en fait un obus de 152 mm russe... Il y a un excellent mot qui a prononcé... Attendez, on va en parler de l'excellent mot après cette petite... On est obligé de faire une petite pause. Vous êtes tous les deux très éloquents et très convaincants. On en reparle tout de suite après. Et vous aussi, vous pouvez l'être au 0826 300 301 tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Xavier Moreau, avec un Z, mais c'est les Russes, ça. Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Stratpol, Vladimir Fedorovski, lui, il est sur Napoléon, mais enfin, il connaît la politique russe comme personne, et la politique ukrainienne aussi. Avancée oblige, mais plus auparavant, je vais vous faire entendre deux sonores, l'un qui date il y a 2 jours, et l'autre qui date il y a plusieurs mois, mais qui résume assez bien la situation. Le premier sonore, voilà, c'est le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, qui passe, et un journaliste lui pose une question. Écoutez. Mr. Lavrov, what do you want to say about Macron's recent remarks on sending troops to Ukraine? Écoutez, alors moi je suis choqué, hein, franchement, en tant que Français, je suis choqué. Comment? Je veux dire, il lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez si Macron pense, peut-être envisage d'envoyer des troupes en Ukraine? Et l'autre se marre. Enfin, franchement, c'est pas très sympa, hein, pour notre président bien-aimé. C'est pas très sympa. Mais vous allez entendre autre chose qui date d'il y a plusieurs mois. C'est un sketch de Jamel Debbouze. Écoutez, il veut aussi son pesant de cacahuètes. Il dure pas très longtemps, mais écoutez, on a l'impression que ça a été écrit hier. J'ai une très bonne idée. Aujourd'hui, on attaque la Russie. D'ailleurs, j'envoie un texto à Poutine tout de suite. Nique ta mère, Poutine. Voilà. Sans vouloir vous offenser, mon général, je crois que cette décision peut être lourde de conséquences. Et tout le pays, il peut subir des répercussions, ouais, à tout bout de champ. C'est une bonne remarque, oui. Toute notre armée. Toute notre armée avec un missile sur le sol. Avec un seul missile. Sur le sol. C'est quoi ça, la Russie? C'est quoi ce pays, là? C'est quoi cette armée? La Russie. C'est tout ça, la Russie. Tout ça, là? Tout ça, là. Et nous, on est où, nous? Nous, c'est quoi? C'est là. Ça, là? Ouais. Qui a dit d'attaquer la Russie? C'est qui a donné cette idée saugrenue d'attaquer la Russie? C'est toi qui as dit ça? Alors vous savez quand il était écrit ce sketch,
Hein, qui c'est qui a donné l'idée d'attaquer la Russie? Qui a eu cette idée? 2011, donc il y a 12 ans, 10 ans avant effectivement l'opération spéciale ou l'agression, appelez-le comme vous voulez. Voilà, c'est intéressant quand même. Ça c'est la Russie, ça c'est etc. Juste Xavier Moreau, au fond, aujourd'hui, avec ce qui se passe, ce qui est intéressant quand même, c'est que pour le moment, alors peut-être dans la confidentialité, les gens, enfin un certain nombre de gens, de princes qui nous gouvernent en Occident ailleurs ont pris conscience, mais on va de plus en plus, je l'ai dit, est-ce que le côté, encore une fois, est-ce qu'on est en pleine guerre froide en train de se réchauffer? Voilà, pour parler autrement. Sans comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'on est revenu au grand et heureux temps? Enfin, heureux. Je dirais presque que j'aimerais bien, parce que c'est intéressant d'avoir un diplomate de cette époque-là, c'est que pendant la guerre froide, nos grands-parents étaient beaucoup plus sages. Donc il y a toute une série d'accords, de limitation, par exemple, des armes antimissiles, de négociations sur le nombre d'ogives nucléaires, et même à la fin, sur les forces conventionnelles, tout ça avait été mis en place. Parce qu'encore une fois, Brejnev et ses homologues, John Kennedy, étaient beaucoup plus raisonnables. Johnson était beaucoup plus raisonnable que le sont aujourd'hui nos dirigeants. Et surtout, comme la Deuxième Guerre mondiale n'était pas très loin, on savait ce que c'était que l'arme nucléaire. On avait eu Hiroshima, Nagasaki, on voyait les tests des bombes H. Donc on était prudent et réaliste. Et donc finalement, le monde qui finit en décembre 1991, à la chute de l'URSS, s'était équipé de différentes institutions, de différents accords. Et en fait, on s'aperçoit que depuis 30 ans, tout ça est démonté morceau par morceau par l'administration américaine. Notamment le traité des missiles antimissiles qui a été signé en 1972. En 2002, il est liquidé par George Bush Jr. Oui. Voilà. Donc, et en fait, on assiste au démontage de ce qui existait pendant la guerre froide. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne à la guerre froide. Il y a un démontage des barrières et des garde-fous qui dit que la guerre nucléaire non pas s'approche, mais elle a des chances d'exister plus grandes qu'avant. Et tout à fait. Et d'ailleurs, comme par exemple, on a fait la réflexion, on dit que Vladimir Poutine menace la France de frappe nucléaire. C'est faux. Dans le discours qu'il a fait, donc qui dure 2h30, déjà l'opération militaire spéciale, c'est un quart d'heure. Le reste, c'est des questions intérieures. Son projet pour la Russie jusqu'à la fin du XXIe siècle. Et ce que fait Vladimir Poutine, c'est qu'il rappelle que deux puissances nucléaires ne peuvent pas se faire la guerre directement, sinon c'est la fin du monde. Et plusieurs fois, il y a eu cette volonté de Vladimir Poutine au moment de la réunion du club Valdai. C'était en juin, c'était l'été, en septembre, je crois. Peu importe. Ouais. J'y étais. Et Vladimir Poutine a encore rappelé. Et il y avait un chercheur, d'ailleurs, enfin directeur d'un comité de conseil qui s'appelle Karaganov, qui lui est partisan d'un emploi plus souple de l'arme nucléaire, comme il le dit, y compris de tir en premier. Et Vladimir Poutine a répété que non. En gros, ils ont la même doctrine de dissuasion que nous. De tir en premier. Et je pense que Vladimir Poutine, quand il parle de l'arme nucléaire, c'est pour rappeler à cette génération à laquelle appartient Emmanuel Macron, qui n'a pas la sagesse de la génération de la guerre froide, ce que peut donner une guerre entre deux puissances nucléaires. C'est ce qu'essaie désespérément de faire Vladimir Poutine, et c'est visiblement ça passe pas toujours très bien. Vladimir Fedorovski, et que franchement vous pensez en écoutant, en vous voyant tout ça, est-ce qu'on est non pas à la veille, on va pas faire peur, le problème n'est pas là, mais est-ce qu'aujourd'hui, la possibilité qu'il y ait une guerre nucléaire, est-ce qu'elle est plus importante qu'elle a jamais été depuis Nagasaki ou Hiroshima? Je vais vous dire deux choses. Autrefois, j'ai travaillé sur les contrôles des armes. Je vais vous faire une révélation avec le président Biden, qu'il n'était pas gâteux, à l'époque un grand président. Grand sénateur. Sénateur. Grand sénateur. C'est ça, c'était il y a beaucoup d'années, et c'était les choses comme ça. Vous parlez de la guerre froide. La guerre froide, c'est un rêve pour moi. Il y avait des règles, 20 accords. 20 accords, j'ai écrit personnellement, j'ai participé à la rédaction de 20 accords. Aucun de ces accords n'existe pas. Il y avait aussi, ça c'est une grande inquiétude pour moi, je ne voudrais pas être alarmiste, mais quand je pense à nos enfants et à nos petits-enfants, vraiment je dois vous dire la vérité. Je pense qu'on vit aujourd'hui peut-être le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe. De l'histoire de l'Europe, pas seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de garde-fous. Et ça, vous ne ressentez pas. Mais au pire moment de la guerre froide,
au pire moment de la crise, par exemple, des rapports entre la France et la Russie, c'est la pire crise depuis 1918, quand les services secrets ont failli tuer Lénine. Depuis, il n'y avait rien pareil. Je travaillais au moment de la plus grande crise avec Mitterrand. Évidemment, on gueulait, mais contact continuait. Aujourd'hui, tous les contacts sont rompus. Vous comprenez, le dernier contact, et je ne suis pas certain que ça va continuer, il y a le contact entre la CIA et Naryshkin, chef de service secret extérieur russe, mais le reste est rompu. Vous comprenez les choses comme ça. Et puis, nous sommes vraiment au moment charnière. En Ukraine, il ne faut pas se leurrer. Ça ne va pas bien. Alors, comme ça ne va pas bien, le choix est très difficile pour l'Occident. Et les paroles du président, ça reflète quelque chose de tout à fait sérieux. Soit l'Occident doit envoyer sous la couverture des Polonais, je ne sais pas de quelle manière, mais qu'est-ce que ça donne? Ils vont dire, on va envoyer les avions. Là-bas, il n'y a pas de piste. Les avions seront basés. Oui, sauf que les avions, il faut entretenir les avions. Ils seront basés en Pologne et en Roumanie. Les Russes disent tous les jours, on va taper sur ça. Il y a une chose sur laquelle je tiens à nuancer, et encore une fois, ça me rappelle mon expérience. Vraiment, à mon époque, je connaissais vraiment tous les généraux spécialistes de ça. Ces gens-là, ils disaient, la guerre nucléaire, elle va commencer automatiquement s'il y a l'utilisation des armes tactiques nucléaires. Ouais. Et sur les armes tactiques nucléaires, les Russes aujourd'hui, ils ont la supériorité sur le théâtre européen. Les auditeurs doivent savoir pourquoi je suis tellement inquiet. 1 à 10, vous comprenez? Et où on réfléchit comment retrouver modus vivendi, les contacts, les choses comme ça. Mais en tout cas, deux notions que je voudrais introduire. Une notion par rapport aux Ukrainiens qui sont vraiment dos au mur. Leur excellent chef de guerre, Zaloujny, il parlait de l'impasse, celui qui était... La seconde. L'impasse. Les Ukrainiens doivent utiliser les armes qui restent, c'est-à-dire sabotage, le terrorisme, on peut dire. Et deuxième aspect, c'est une palestinisation du conflit. En réalité, ça peut déraper dans ce sens-là. Il y a 15 réacteurs nucléaires non sécurisés là-bas. 15 réacteurs. Plus, il y a un aspect qu'il faut comprendre. Il y a une sorte de vietnamisation. Je me souviens du Vietnam. Comment ça s'est passé? Tout d'abord les conseillers, après les conseillers, tout d'abord secrets, services secrets, et après ça va passer au stade supérieur, vers le dérapage. Vous voyez, palestinisation et vietnamisation. Si vous me permettez, je suis plus optimiste que M. Fedorovski, pour deux raisons. Tout d'abord, je crois, comme l'un des 4 généraux de l'Apocalypse qui ont théorisé l'emploi de l'arme nucléaire française, le général Poirier, au pouvoir rationalisant de l'atome. C'est-à-dire que, malgré tout, autour d'Emmanuel Macron, il y a quand même des militaires qui sont formés. Autour de Joe Biden, c'est pareil. Et ils savent très bien que personne ne gagnera la 3e guerre mondiale. Parce qu'elle sera nucléaire. Donc là-dessus, je suis plus rassuré. Ensuite, on a changé d'époque. Je prends dans mon livre la comparaison avec la guerre de Crimée, donc de 1853-1856. La France a envoyé alors 315 000 hommes en Crimée pour se battre contre les Russes. C'est plus que toute l'armée française réunie qui fait... En 1851, vous dites. En 1853. 1853, le début de la guerre de Crimée. On a eu 95 000 morts. On avait envie français. Malakoff, voilà. Donc, ce que je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Même ce qu'on a fait pendant la guerre d'Algérie, même ce que les Américains ont fait pendant la guerre du Vietnam, où il y a 3,5 millions de soldats américains qui sont là, on ne peut plus le faire. Personne n'acceptera d'envoyer son armée là-bas. Surtout pas les Allemands, surtout pas les Français, surtout pas les Suédois, même les Polonais. Merci, on a déjà donné. On sait toujours comment ça se finit. Ça se finit à Paris ou à Berlin, généralement. Donc, je pense que là-dessus, moi, je suis plutôt rassuré. Je pense que c'est de l'agitation. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, quand Emmanuel Macron annonce qu'il va y avoir des soldats français, en fait, il y en a déjà. Mais ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il veut que ce soit officiel pour essayer de faire monter, en fait, une escalade, mais qui, de toute manière, est limitée parce que on n'a plus d'armes, on n'enverra pas d'hommes et on n'a plus de munitions. Donc aujourd'hui, en fait, on fait de l'agitation. Donc on fait de la gesticulation. C'est ça. En fait, il faut tenir, à mon avis, jusqu'à l'élection européenne pour ce qui concerne Emmanuel Macron et Scholz. À mon avis, américaine dans ce qui concerne les démocrates, parce qu'ils peuvent pas se permettre une énorme raclée de l'armée ukrainienne sur le terrain par l'armée russe, parce que évidemment, en plus, souvenez-vous, en 2022, Emmanuel Macron, c'était the commander in chief. Hein. Il était le chef de l'armée. Il a utilisé ça
ça a marché contre Marine Le Pen, etc. Et je pense qu'il aimerait bien revenir à cette position. Mais je crois que là, c'est les questions intérieures françaises qui préoccupent les Français et pas les aventures militaires. On va écouter nos auditeurs qui ont des tas de questions à vous poser à tous les deux. Juste après cette petite pause, on va donner la parole à nos auditeurs. Oui, bien sûr, au 0826 300 300, vous aurez la parole pour poser toutes vos questions. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour dans Berkov dans tous ses états, toujours avec Xavier Moreau et Vladimir Fedorovski. Et nous avons Chantal qui nous appelle depuis Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, et je suis très ému de vos deux invités parce que c'est des personnes que je suis sur Stratpol et bien sûr le romancier Monsieur Fedorovski. Donc merci beaucoup André. Ouais, je vous amène des stars. Exactement. Oui exactement. Chantal, alors on vous écoute. De qualité. Moi écoutez, les dernières frasques du président Macron m'a laissé froid dans le dos. Là j'écoutais un général qui disait qu'en fait la France disposait de 15 000 hommes au sol. Voilà. 15 000 hommes au total, oui. 15 000 hommes au total, donc je ne sais pas comment il va aller contre l'armée russe. Là, il signe un accord de réciprocité de 10 ans sans demander l'avis de personne. Et en plus, il est malin. Il ne va pas utiliser l'article 53, mais l'article 50. Ouais. Juste un mot, Chantal, vous savez que ça va être discuté cette semaine, jeudi, on en reparlera au Parlement, parce que suite à ce qu'a fait Alain Houpert, le sénateur, et Dupont-Aignan, les députés, il va y avoir discussion au Parlement, et Macron est d'accord, on verra ce que ça donnera. Oui, mais il a pris l'article 50.1. Donc oui, c'est vrai. Mais on n'est pas obligé du vote. Il n'a pas utilisé l'article 53. Exact, donc, exact. Moi, je ne pense pas que notre jeunesse ait envie d'aller faire la guerre. Et si c'est notre sécurité, avant Maïdan, on était parfaitement en sécurité. Alors, tous ces guerriers de plateau, Bernard Kouchner, qui ressort du Formol, Ménard, ils enverront leurs enfants, leurs petits-enfants. Nous, on n'a pas envie d'aller faire la guerre en Ukraine. Écoutez, Chantal, on vous retient. Vous n'avez pas envie d'aller faire la guerre en Ukraine, ni vos enfants, ni vos petits-enfants. Je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, mais on vous a bien entendu, mais je pense Chantal. Autour de moi, la jeunesse autour de moi, je peux vous dire qu'ils n'ont vraiment pas envie d'y aller. Parce qu'à un moment donné, plutôt que de parler tout le temps de guerre, on pourrait parler un peu de paix. De négociations. Zelensky ne peut pas négocier directement avec Poutine puisqu'il a fait voter un décret comme quoi il ne faut pas avoir de négociations. Ouais. Donc il reste qui ? Il reste les États-Unis et l'Europe. Les décrets, Macron, ça se change. Oui. Voilà, oui, mais Macron, lui, il enregistre quand on l'interviewe. Donc c'est pas très diplomatique. Merci Chantal. Merci. Peut-être que lui, il veut y aller sur le front. On a Denis de Lyon. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Oui, bonjour André Berkov, bonjour Xavier Moreau et bonjour Fedorovski. Merci à vous. Juste vous dire, voilà, je voudrais savoir si les Ukrainiens sont prêts à payer le prix que la France a payé en 14, c'est-à-dire reprendre l'Alsace-Lorraine qui lui a coûté 1 300 000 morts et combien d'handicapés et combien de blessés. Est-ce que l'Ukraine est prête à sacrifier autant d'hommes pour reprendre la Crimée et un morceau du Donbass ? Historiquement, l'Ukraine a toujours été, pour moi, à mes yeux, russe, parce que je suis né en 1963 et quand je vois cette guerre maintenant entre la Russie et l'Ukraine, écoutez, ça me dégoûte. Franchement, je me dis, ça me dégoûte. Pour moi, la Russie a toujours été un allié. J'oublie pas que les Russes, en 1914, ont envoyé un corps expéditionnaire en France pour aller se battre contre les Allemands. Je n'oublie pas que la Russie a payé, ou l'URSS a payé un lourd tribut pendant la guerre de 1940 à 1945. Bon, après, c'est l'histoire. Voilà, ce que je veux dire ça. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine similitude entre la guerre qui existe actuellement avec la guerre du Vietnam ? Quand le Vietnam du Nord a agressé le Vietnam du Sud, est-ce qu'aujourd'hui ça pose un problème à quelqu'un ? Voilà, merci. Xavier Moreau et puis Vladimir Fedorovski. Je pense que on peut faire des comparaisons. Il est vrai que ce qui est intéressant dans ce qu'a dit cet auditeur, c'est que pour les Russes, c'est présenté comme une guerre civile. Et par exemple, je cite dans mon livre, j'ai entendu une fois un journaliste russe appeler à tuer des Ukrainiens.
Donc pour faire un effet de style. Il travaillait pour RT, donc Russia Today, dans la version russe. Il s'est fait virer le lendemain par Madame Simonian qui dirige RT. Donc ce discours, par exemple, méprisant que vous entendez dans les médias ukrainiens, dans la propagande ukrainienne sur les Russes, vous ne l'entendez jamais côté russe. Et Vladimir Poutine a dit que ça prendrait du temps, mais que la réconciliation aurait lieu. Et je pense également que la population ukrainienne n'est pas prête à mourir comme la population française en 14-18. La preuve, c'est qu'ils partent tous. Si vous, les réseaux sociaux ukrainiens sont abreuvés, où on voit les sergents-cruteurs de Zelensky courir après les gens qui ne veulent pas aller sur le front. Le chef du renseignement militaire, Monsieur Boudanov, ukrainien, a dit que de toute manière, les meilleurs étaient ceux qui étaient vraiment motivés étaient morts en 2022. Donc, pour répondre à la question, effectivement, non, aujourd'hui, la population ukrainienne, elle veut que ça s'arrête. Et finalement, la partie notamment qui, je pense, ambitionne la Russie de rattacher, qui est les territoires de l'Empire, à l'époque de l'Empire russe, de la Nouvelle-Russie, eh bien, accepteront parfaitement de rejoindre la fédération, où ce seront des citoyens avec les mêmes droits que les autres. Donc, oui, je pense que... Ouais. Est-ce que ça se passera comme ça, Vladimir Fedorovski? Effectivement, parce que beaucoup de gens disent, oui, la Russie va garder le Donbass, la Crimée, et on hésite sur Odessa. Est-ce que pour vous, encore une fois, vous dites ce n'est pas plié, mais en même temps, justement, est-ce que mourir pour qui? Pour Danzig? Pour Kiev? Pourquoi? Je vais vous dire, c'est une question très difficile pour moi. De toute manière, je suis très attaché à l'Ukraine et je vois quand même l'évolution de la situation. Quand il y avait cette illusion que ça peut progresser, les Ukrainiens ont été beaucoup plus motivés. Aujourd'hui, il y a un vrai problème qui était reflété par le fait que ce chef de guerre, Zaloujny, était viré. Les Ukrainiens sont réfléchis. Vous comprenez, il y a un ancien Premier ministre ukrainien qui dit que la moitié des Ukrainiens sont partis. Je ne crois pas que c'est moitié, mais c'est peut-être... 40% peut-être. Non, oui, 15 000. 15 000. 15 000, c'est beaucoup. Il y a une partie en Russie, peut-être 3 000, il y a beaucoup de gens. Puis 15 millions, vous voulez dire. 15 millions, je veux dire. 15 millions, pardon, excusez-moi. 15 millions. Ça, c'est les choses qui sont comme ça. Mais en soi, l'exercice, maintenant, je ne suis pas tellement d'accord avec vous qu'on est dans la rationalité. Je considère, avec mon expérience, qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de la bêtise dans la politique et aussi le rôle d'un certain dérapage, vous comprenez? On est dans les choses qui peuvent déraper d'une manière très sérieuse. Et ils peuvent déraper. L'autre jour, le ministre de la Défense allemande, il a dit « la guerre en Ukraine est inévitable dans 5 ans ». Mais la guerre en Ukraine signifie qu'il n'y aura pas d'Allemagne. Vous comprenez? Les choses sont dangereuses. Je pense qu'il faut mener un exercice très difficile en s'inspirant de cette expérience de l'époque de la guerre froide, où il faudra trouver une sorte de modus vivendi. Tout d'abord, entre l'Ukraine, comme Ukrainien, j'étais toujours persuadé que pourquoi l'Ukraine ne peut pas être trait d'union entre la Russie et l'Occident, et banalement, un bon Ukrainien que je suis, prendre de l'argent comme ils savent faire chez les Occidentaux et chez les Russes. Vous comprenez? Tout ça, c'est dans l'esprit gaulien. Business is business. Gaulien, dans l'esprit gaulien, si vous me permettez, les choses comme ça. D'autant plus, on dit, l'Europe, c'est le dindon de la farce. Mais les États-Unis sont gagnés. Détrompez-vous. Les États-Unis, 85% de la population mondiale ne soutient pas les sanctions. 85%. Là, ils ont jeté la Russie dans les bras de la Chine. Et encore, l'autre jour, il y a cette dame qui dirige la diplomatie allemande. Elle a dit, texto, on est en guerre en Russie. 2 drapeaux sont apparus sur le front rouge. Le drapeau rouge, Staline, et le drapeau vert, l'alliance avec l'islam, avec les Arabes. Tout ça, c'est tout à fait significatif et l'exercice doit être difficile. Je pense qu'on est dans le moment charnière et je pense que cet aspect que les gens ont été bouleversés par ces derniers développements. En France, je parle avec les paysans, ils disent non, on ne veut pas aller quand même. Ils sont bouleversés par ça, mais je pense que cette situation, ce choc, et c'est pas seulement les élections, la politique intérieure, mais ce choc intellectuel doit nous ramener vraiment à une pensée à l'avenir. J'ai remarqué une chose. Que vous savez, les plus en guerre, je vous signale, c'est les philosophes
Et les moins en temps de guerre, certains philosophes, c'est les militaires. Peut-être c'est ça le salut. Xavier Moreau, une dernière conclusion. Moi, je pense que la situation d'Emmanuel Macron me rappelle beaucoup celle de Vladimir Zelensky à l'automne 2021. C'est-à-dire que la situation intérieure est très mauvaise, l'économie va mal. Il y a les affaires donc des Pandora Papers, puisqu'en fait on parle de la corruption en Ukraine, mais le premier corrompu d'Ukraine, c'est le président Zelensky, qui tout d'un coup est devenu totalement innocent. Et on a vu dans le déroulement de ces 2 dernières années que la corruption est partout. Donc la situation était très mauvaise. Et donc, dans un système qui est un peu en bout de course, la tentation de désigner, de mettre la population sous stress en lui proposant un conflit à l'extérieur, évidemment, est très pratique. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette montée en puissance sur Zelensky. Moi, je considère que les Russes disent vrai lorsqu'ils disent que le régime kievien s'apprêtait à tomber sur le Donbass. D'ailleurs, il suffit de regarder les rapports de l'OSCE. C'est ce qu'a dit Jacques Beau. Voilà. Il suffit de regarder les rapports de l'OSCE sur la masse de bombes qui tombait depuis début février sur le Donbass. Et je pense que ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que la situation intérieure est catastrophique, et que donc il essaye de mettre la population sous stress, au moins jusqu'en juin pour les élections européennes, en vendant un conflit à l'extérieur, alors que la Russie ne nous veut absolument aucun mal. On verra qui veut quoi. En tout cas, évitons les docteurs Folamour, parce que c'est ceux-là, effectivement, qui nous font le plus peur. Merci Vladimir Verdorovski. Est-ce que je peux citer Napoléon pour le dernier mot avec Napoléon? Vous savez, il a dit il ne faut pas prendre ce désir pour les réalités. Ben oui, il n'est pas le seul d'ailleurs. Merci. Merci Vladimir Fedorovski et merci Xavier Moreau d'avoir été avec nous. André Berkoff, on se retrouve demain, comme tous les jours de midi à 14h. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Retrouvez Sud Radio Parlons Vrai à Lyon sur 105.8 FM. Sud Radio, Parlons Vrai.